Merci de nous rejoindre dans cette émission Face aux parlementaires. Les lois sont exécutoires sur toute l'étendue de la République de Guinée en vertu de leur promulgation qui en est faite par le président de la République. Et une partie, cette loi, une insertion est faite au journal officiel de la République pour informer le public. Est-ce suffisant? Nous n'en savons pas, mais face aux parlementaires, votre émission se propose de vous aider à comprendre les contours de nos textes de loi. Nous invitons des parlementaires pour en parler. Comme vous le savez, les parlementaires ont trois principales missions: voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et puis assurer leur devoir de redevabilité. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va contrôler ces parlementaires, un contrôleur contrôlé. Aujourd'hui, nous parlons du Code civil. Vous le savez, c'est vaste. C'est quelque chose de plus de 1600 articles. Mais nous allons prendre quelques-uns pour vous expliquer qu'est-ce qui n'était pas dit peut-être dans l'exposé des motifs lors du vote, ou qu'est-ce que vous avez oublié. Pour en parler, nous avons ici Dr Jalikatou Diallo. Elle est ancienne députée de la 8e d'abord législature, ensuite la 9e législature. Elle était la vice-présidente du Parlement avant d'être nommée ministre de l'Unité nationale et des droits de l'homme. Madame, bonjour. Bonjour. Vous en êtes également la présidente de la coalition des femmes parlementaires et actrices pour la paix et le droit pour le développement de la Guinée en ce moment. Bien sûr. Et justement, nous sommes donc face à une parlementaire fin prêt. Elle va nous parler de ce qu'elle sait, de quelques articles du Code civil. Nous allons commencer par l'article qui parle du divorce. Divorce parce qu'il y a beaucoup de mariages, mais encore il y a beaucoup de divorces. Les divorces, comment ils sont actés? Comment demander et obtenir le divorce? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences qui entourent le divorce? Madame Jalikatou Diallo. Bonjour. Et avant d'entamer mon propos pour répondre à votre question très pertinente, je me dois de saluer vos efforts en tant que journaliste. Vos efforts pour au quotidien informer les populations guinéennes. Et surtout, cette émission qui tombe à point nommé dans la mesure où nous avons besoin de mieux édifier les citoyens sur le contenu des lois. En quelque sorte, c'est une vulgarisation. Félicitations à vous pour avoir initié cette émission. Merci. Bon, par rapport à votre question, effectivement, le divorce est pris en compte dans le Code civil de la République de Guinée. Et ce sont des dispositions qui ont besoin d'être explicitées et vulgarisées pour causer moins de désagréments, surtout quand il y a des enfants. Et ça pose problème sur la garde des enfants. Et actuellement, le Code civil qui est en vigueur, notamment les dispositions de l'article 355, parle de cette garde des enfants en cas de divorce. Et les juges prennent les décisions qui s'imposent selon l'intérêt de l'enfant. Donc, les dispositions de cet article 335 révèlent clairement qu'on doit, en cas de désaccord... Est-ce qu'avant de parler de la garde d'enfants, on peut parler d'abord des conditions d'obtention de ce divorce? Comment on peut demander? Parce qu'on sait, en l'espace de 12 mois, le couple ne peut pas demander un divorce, mais à quel moment on peut demander le divorce et l'obtenir, et quelles sont les conséquences? On sait encore si le divorce est prononcé par le juge, s'il y a c'est le mari par exemple qui a raison, ou c'est l'épouse qui a raison, il y a des dommages qu'il faut... Tout à fait, il y a des dommages. Revenons d'abord là-bas, avant de parler de la garde, parce que la garde là, c'est vraiment pertinent. Récemment, j'en parlais avec Moussa Hero, elle en sait quelque chose. On va d'abord parler de ce divorce avant d'arriver au niveau de la garde, s'il vous plaît. Oui, le divorce, c'est toujours un échec au niveau du couple parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Mais quand
avec pour multiples raisons, incompatibilité d'humeur pour la plupart des cas et d'autres raisons, on en arrive au divorce, à la demande de divorce. C'est vraiment regrettable. Et le code civil est là, le juge d'instruction convoque, bon, il y a un plaignant en général qui demande le divorce. Et lorsque le plaignant demande le divorce, le juge en tant que tel prend tout son temps pour sauver le ménage. Avant même d'abord qu'on en arrive là, souvent, il y a des démarches au niveau de la famille. Oui. C'est quand les discordances s'installent dans le ménage, on fait appel aux parents, aux amis, il y a même les témoins d'abord, le parrain, la marraine qui interviennent. Et lorsqu'il n'y a pas gain de cause, les familles s'impliquent, plusieurs assises sont faites. Et lorsque les discordances persistent toujours, le différend persiste, l'un qui se sent offusqué, brimé, qui se sent vraiment victime, peut demander le divorce au niveau de l'autorité judiciaire compétente, qui à son tour, une fois que la plainte est déposée, le juge se réfère au code civil et tous les textes de loi y afférents pour pouvoir essayer un tant soit peu de sauver le ménage. Avec des rencontres, allez-y d'abord, réfléchissez, restez 8 jours et puis revenez, ainsi de suite. Et en fin de compte, quand le juge n'arrive pas à concilier les différents, les positions, à concilier les positions, il est obligé finalement d'engager la procédure du divorce qui suit également son cours avec justement les textes de loi, les dispositions de tous les articles en vigueur pour prononcer le divorce. Après un bon moment quand même, parce qu'il y a plusieurs audiences et tous les intervenants, ainsi de suite. Tout ça pour prendre du temps, essayer de sauver le ménage. Mais quand c'est difficile, c'est impossible finalement que le couple... Parce que ça arrive aussi. Ça arrive. Et quand les tensions sont vives, finalement, les positions se radicalisent de part et d'autre. Finalement, c'est la dissolution du mariage. C'est regrettable, mais là, il faut l'accepter aussi. Et là où il y a des problèmes, c'est la garde de l'enfant. Parce qu'au niveau du code civil maintenant, il y a des dispositions, notamment l'article 372, l'article 373 sur... 472, 473 sur la garde des enfants où l'autorité est parentale et le père et la mère assurent la garde de l'enfant, la surveillance de l'enfant, son éducation et tout. Et donc le juge doit examiner le dossier et voir comment procéder à la garde de l'enfant après le divorce. Ceci est très important parce qu'il faut voir l'intérêt de l'enfant. Alors, tout ça c'est à examiner et le juge doit tenir compte de plusieurs paramètres pour décider. Et souvent, en cas de divorce, ils font recours à l'article 3, les dispositions de l'article 355 du Code civil, qui peut même attribuer la garde de l'enfant à un autre membre de la famille ou une entité éducative pour garder l'enfant selon l'intérêt de l'enfant. Est-ce que la voix de l'enfant compte? Est-ce qu'on peut demander à l'enfant, tu veux rester avec papa ou bien tu veux rester avec maman? Est-ce que ça compte? Ça dépend parce qu'il y a des enfants mineurs. Si les enfants sont mineurs, là, c'est au juge de décider ou peut-être la famille aussi de décider. Mais quand les enfants sont majeurs, en général, on demande leur avis. L'avis compte. Mais surtout l'intérêt de l'enfant. Il faut voir l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, vous parlez là de son éducation, de son encadrement, ou l'affection. Bon, c'est pas seulement l'affection, en général... Parce que vous pouvez avoir le temps, l'argent, peut-être pour financer ses études, tout et tout. Oui. Mais vous sortez le matin, vous rentrez très tard le soir, toute la journée, vous ne connaissez pas ce que fait l'enfant.
C'est ce que je dis souvent. L'éducation d'un enfant, il faut veiller à l'éducation de l'enfant, ses soins, sa santé et sa scolarisation, la surveillance de l'enfant. Si éduquer un enfant se résumait seulement à faire ses dépenses et ainsi de suite, ça aurait été facile. Mais pour éduquer un enfant, pour qu'il réussisse, lui inculquer les valeurs pour une meilleure éducation, pour sa réussite dans la vie, cela implique beaucoup de soins, des conseils, beaucoup. Et c'est pourquoi la loi est claire sur la puissance paternelle a été remplacée par l'autorité parentale. Où et le père et la mère ont les mêmes droits et les devoirs vis-à-vis de l'enfant. C'était carrément, c'est le papa. Oui, mais maintenant ça a changé, c'est l'autorité parentale la puissance paternelle a cédé la place à l'autorité parentale. Parce que les deux ont les mêmes droits et devoirs sur la garde de l'enfant, sur son encadrement, son éducation, et sa scolarisation, ainsi de suite. Donc pour inculquer des valeurs à l'enfant, sans le brutaliser, ainsi de suite, il faut lui parler, il faut être attentif, voir son évolution, l'encadrer. Et ça nécessite beaucoup de tact, beaucoup d'énergie, beaucoup d'inspiration pour donner une très bonne éducation à l'enfant. Donc, quand il y a mésentente dans le couple, c'est un peu difficile parce qu'on dicte à l'enfant quand le père donne un ordre, la mère donne un contre-ordre ou vice-versa, ça amène vraiment, ça perturbe l'enfant et ça joue même sur son niveau de scolarité à l'école. Pourquoi souvent quand les maîtres, les enseignants voient un enfant qui a des difficultés, ils interrogent souvent pour savoir dans la famille comment ça se passe, comment sont le père et la mère, il y a tout ça. Donc c'est très délicat. Pourquoi il est important de vulgariser les textes de loi, les dispositions de différents articles, les pour et les contre. Si on comprend bien, ce qui veut dire après l'acte de divorce, c'est une autre procédure qui s'engage par rapport à la garde d'enfants. Bien sûr, c'est une autre procédure, mais le plus souvent, la famille doit s'impliquer. Parce que le mariage, les deux familles s'impliquent, les deux belles familles se retrouvent, ils peuvent décider. Mais au cas où il n'y a pas d'entente, c'est le juge qui doit prendre la décision. Et quand le juge prend la décision sur la garde des enfants, il donne à chaque parent les devoirs, non seulement sur la pension qui est déterminée à donner pour l'éducation qu'on verse aux parents qui gardent l'enfant, ainsi de suite. Il y a tout ça, le juge apprécie et il rend le jugement. Mais quand les enfants sont mineurs, à bas âge, c'est toujours mieux qu'ils restent avec la maman d'abord. Et après analyse du juge et tout, il prendra la décision pour assurer la garde, la continuité de la garde, peut-être avec le papa qui aurait sûrement refait sa vie avec une autre épouse, ou avec la maman qui est dans un autre ménage. Ou souvent les enfants, quand ils sont majeurs, ils décident de là où ils veulent rester. Mais la loi est claire, c'est le juge qui établit cela selon les dispositions de l'article 355 du Code civil. Est-ce qu'il arrive des fois qu'on décide de donner la garde à madame et madame refait sa vie de couple avec un autre monsieur qui n'est pas forcément, qui n'aime pas les enfants et qui violente les enfants, qu'on constate par après, oui, la maman est avec les enfants, mais son mari n'est pas d'accord, son mari les violente. Donc justement, les dispositions, tout comme le mari aussi peut avoir les mêmes problèmes. Justement, c'est ce que je vous ai dit, les dispositions de l'article 355 règlent ce problème. Parce que le juge, quand il s'y réfère, il peut décider selon l'intérêt de l'enfant.
Quand l'enfant justement est face à des situations déplorables comme ça, chez sa mère, qui a refait sa vie avec un autre, qui ne supporte pas les enfants qui sont violentés, il y a un malaise. Justement, selon l'intérêt de l'enfant, le juge peut décider, avec la famille, de confier la garde de l'enfant à une tierce personne ou dans un centre d'éducation. Mais ce qui reste clair et net, c'est que l'intérêt de l'enfant est capital. Il faut sa stabilité psychologique. Sinon, il ne pourra pas mener à bien ses études. Ça, c'est un autre problème. Donc, on ne souhaite pas, mais il peut y arriver cela. Mais là, la famille décide, le juge aussi a l'obligation de prendre des dispositions pour que cela s'arrête. Ce qui veut dire peut-être le divorce est plus difficile que de rester en couple. Parce que si vous divorcez, vous êtes obligé de prendre soin de quelqu'un qui n'est pas sous votre toit, ou bien vous êtes obligé de communiquer avec la personne, vous êtes obligé, vous avez déjà quelque chose en commun que vous ne pouvez pas scinder, c'est un enfant. Ça, c'est pas un gâteau, on ne peut pas partager. Ce qui veut dire, battez-vous pour rester dans vos couples, c'est ce qui peut-être... C'est ça, en tout cas, moi, je sais ce que je conseillerais, surtout quand il y a des enfants. Il vaut mieux accepter de transcender ces divergences parce qu'on doit comprendre, et l'homme et la femme, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Mais donc, plus on accepte, quand tu vois deux personnes qui s'entendent, il y a un qui pardonne. C'est même pas ça. De part et d'autre, on pardonne. Si vous voulez maintenir un couple normalement, il arrive des moments où la faille vient de madame, monsieur pardonne. Il peut arriver des moments que la faille vienne de monsieur, madame pardonne. Quand vous voyez des ménages qui ont plus de 20 ans, de 25 ans, 30 ans de ménage, ça veut dire que de part et d'autre, on est indulgent, on s'accepte avec ses qualités et ses défauts. Mais le souhait pour qu'un couple dure, c'est que et monsieur et madame aient plus de qualités que de défauts. Quand tel est le cas, vraiment il y a la réussite. Mais lorsque les défauts sont là où on ne se comprend pas, on ne s'accepte pas et tout ça, les manières de faire, c'est l'échec. On ne souhaite pas. En tout cas, on ne se marie pas pour divorcer, ce n'est pas le souhait. Pas du tout. Quand on se marie, c'est pour le bonheur. Oui, pour et le souvent, bonheur. on ajoute là-bas pour le pire. Pour le pire, mais tout à fait. Dans la société, le monde est ainsi fait, la nature est ainsi faite. Il y a des difficultés, il y a le bonheur, il y a des difficultés, des moments. Mais on s'accepte. Mais d'ailleurs, quand le fondement aussi, il y a les sentiments, l'amour. Quand c'est solide, on transcende facilement les difficultés. Mais quand... surtout quand ça communique. Quand ça communique... les couples qui ne communiquent pas n'ont pas longue vie. Tout à fait. Aujourd'hui, le monde est devenu quand même très difficile, c'est pas facile. Mais quand on s'accepte, on se comprend, il y a les sentiments, il y a le dialogue et tout ça. Vraiment, on transcende toutes ces difficultés-là. Que chacun accepte de reconnaître ses torts, oui, ses erreurs. Et puis lâcher du lest quand il y a un différend. On se parle, on se pardonne et puis on s'occupe de l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, fonder un ménage, mettre les enfants au monde, les éduquer, il y a trop d'ingrédients pour faire une bonne recette. Ceci étant, vaut mieux aller à l'essentiel à tout moment. L'essentiel, c'est très important. L'essentiel, c'est de conserver le couple, de conserver le foyer. Nous allons marquer une petite transition, peut-être, ou sans transition, même parler maintenant de cette loi polémique, de cet article polémique qui parle de la polygamie. La polygamie devient l'exception, la monogamie, la règle. Expliquez-nous. Comment on peut comprendre cela? On dit c'est autorisé, c'est pas autorisé. On ne comprend pas comment vous avez fait pour en arriver là. Qu'est-ce que ça règle? Bon, vous savez, la Guinée, depuis le code civil avant de 1967, après celui de 1983, c'était le régime de la monogamie. La polygamie était interdite sur toute l'étendue du territoire national.
Sauf qu'il y avait des exceptions. Donc le code de 1983, et au niveau de l'article 315, qui interdisait la polygamie. Mais la suite, 316, 317, il y avait une série d'exceptions. Et qui faisait que, bon, la loi était quand même un peu moins rigide. Pourquoi elle était très indulgente, on n'arrêtait personne parce qu'il y a eu remariage et tout, parce qu'il y avait beaucoup d'exceptions. Et lorsque le code civil a été révisé, il a pris beaucoup de temps quand même, pratiquement 20 ans, tellement il y avait des dissensions sur s'il fallait maintenir l'interdiction de la polygamie, s'il fallait autoriser. Ces dissensions, il y avait des députés qui étaient polygames. Il y a beaucoup de dissensions, ce qui fait que ce code a pris au moins 20 ans avant d'être voté en 2019. Et au temps du ministre Cheikh Sako. Alors, sous la présidence de Claude Kori Kondiano. De Claude Kori Kondiano. Ouais. Lorsque le code a été transmis à l'Assemblée nationale, émanant du gouvernement, l'article 281 maintenait l'interdiction de la polygamie. Justement. Le code a été reçu à l'Assemblée nationale. Lorsque nous avons reçu, on a dit, bon, c'est le statu quo, on interdit toujours la polygamie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque les députés ont le droit d'amendement, au niveau de la seconde lecture. Non, ce n'était pas d'abord la seconde lecture. Okay. L'examen et l'adoption du code civil. Il y avait 1500 et quelques articles. Puisque les députés ont le droit d'amendement, au niveau de la commission des lois, il y a eu des amendements, il y a eu d'autres, plus de 100 articles qui ont été ajoutés. Et on est parvenu à 1636 articles. Concernant l'article 281, ils ont modifié pour dire non. On va autoriser la polygamie, ouvrir des options. Nous, en tant que membres du Forum des femmes parlementaires, à l'époque, on s'y est opposé. Justement. On a dit de conserver le statu quo parce que, vous savez, à Genève, il y a le Conseil des droits de l'homme qui a toujours félicité la Guinée d'avoir maintenu quand même l'interdiction de la polygamie. Parce qu'ils estiment que c'est une grande avancée en matière de droits de l'homme, de non-discrimination à l'égard des femmes. Parce que la polygamie est une discrimination à l'égard des femmes, oui. Alors, le fait qu'ils ont beaucoup... Moi, j'en connais des femmes qui sont heureuses dans leur foyer polygame. Non, écoutez, justement, au niveau du Conseil des droits de l'homme, ils ont même recommandé à la Guinée de maintenir ces dispositions. Le gouvernement a obtempéré, mais à l'Assemblée, les députés ont modifié. Et comme nous, en tant que femmes du Forum des femmes parlementaires, nous étions minimes par rapport à cette grande majorité d'hommes. Nous étions 26 sur 113 qui siégeaient. Oui. On n'avait même pas la minorité de blocage. On est venu, on s'y est opposé au niveau de l'intercommission, on a donné les arguments qu'il ne fallait pas se reculer. 113 parce qu'il y a un député qui n'a pas siégé, sinon le Parlement doit avoir 114 députés. Oui, la huitième législature, c'était 113 députés. Voilà. On était 26 femmes. Au départ, d'ailleurs, nous étions 24 femmes. C'est au cours de la législature, avec les départs d'essai, que 2 femmes nous ont rejoints. On était à 26. Donc, on n'a pas réussi quand même à convaincre la majorité des députés hommes pour maintenir le régime de la... Interdire carrément la polygamie. Finalement, les députés ont introduit des options qui ont légalisé la polygamie. Nous, le jour du vote, on voulait carrément sortir de la salle. C'est le ministre Cheikh Sako. Vous l'aviez fait d'abord? Attendez, le ministre Cheikh Sako à l'époque, qui est venu nous convaincre pour dire, bon, n'empêchez pas le vote parce que ça fait 20 ans que ce code civil révisé n'arrive pas à passer.
les partenaires techniques et financiers vraiment nous reprochent de cela, puisqu'il y a des avancées, c'est cet article de la polygamie qui nous divise, alors au moins faites en sorte que la loi soit votée, même si vous... Donc on a opté pour s'abstenir, on s'est abstenu, mais on n'a pas accepté de voter la loi. Mais vous avez quand même glissé un piège là-dedans. Oui, attendez. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les députés hommes sont venus pour la plupart des députés hommes. Comment dire, pour la plupart des polygames. On applaudit, ils ont fait un décompte là-bas pour dire que la loi a été adoptée. Et le président Ousmane Gawal même s'est fait des ennemis parce qu'il ne voulait pas qu'on vote. Oui, il y avait certains on qui dit étaient... parce que lui, sa femme est française. Non, il y a certains députés quand même qui étaient de notre côté. Oui. Et honorable Ousmane Gawal Diallo, honorable Bakary Diakité, ils étaient quand même le secrétaire parlementaire, ils étaient de notre côté, ils étaient contre vraiment, même certains honorables comme si là-bas, ils étaient minimes. Le président est politique. Oui, mais quand ils ont voté malgré tout, ok, mais là, le président de la République d'alors, le professeur Alpha Condé, avait un droit parce qu'il a parce qu'il a refusé de promulguer. Pourquoi? Parce que c'est ça, il a dit clairement qu'on ne peut pas, il ne peut pas accepter un recul sur les droits de l'homme. Nous étions vraiment appréciés des institutions onusiennes qui gèrent les droits de l'homme pour ce principe de la monogamie et qui ne peut pas accepter ce recul, ramener la Guinée à 40 ans en arrière. Il a refusé de promulguer. Il a renvoyé le code civil pour une seconde lecture. Oui. Maintenant, le problème, c'est que lorsque le président ne promulgue pas et qu'il renvoie une loi ordinaire pour une seconde lecture, là, le mode d'adoption est différent. Si c'est une loi ordinaire, c'est 50% plus une voix, ça permet de passer. Mais si on renvoie pour seconde lecture, c'est comme une loi organique. Maintenant, il faut les 2/3 des membres du Parlement. Là, c'était un problème. Alors, le président d'alors, le président Kori Kondiano, était obligé d'appeler les femmes, le forum des femmes parlementaires pour nous demander vraiment d'aller essayer de convaincre les hommes pour que la modification que le gouvernement a apportée sur l'article 282 pour consacrer la monogamie comme le principe et que la polygamie tombe sur le coup de l'exception, que cette modification soit adoptée par les 2/3 des députés, hommes et femmes. Il nous a confié ce rôle. On a fait le tour pour convaincre les hommes, une obligation. Parce que qu'est-ce qui allait se passer? Si les députés refusaient, on n'obtenait pas les 2/3 pour faire passer le code, il y aurait eu un bras de fer inutile entre le président et le Parlement. Et le Parlement était presque à la de la République et le Parlement. Il pouvait dissoudre, parce que la loi lui permettait de dissoudre le Parlement. Surtout que le Parlement avait dépassé la limite, les 3 ans. Le Parlement a prorogé, le mandat était prorogé. De toute façon, en tout cas, il avait la latitude de dissoudre le Parlement. Vous n'aviez plus de force. Alors, nous, on a brandi, on dit, bon, si vous continuez avec vos plaisirs et autres de polygamie à vouloir maintenir tel l'article 281 et vous rejetez la proposition du gouvernement, le président risque de dissoudre le Parlement. Et là, vous perdez vos privilèges. Non, ce n'est pas une affaire de privilèges, mais c'était inutile. Alors, finalement, les députés ont compris. Et cet article-là a été avalisé. Pour rester au Parlement. Non, écoutez, c'est vous qui le dites. Oui, mais c'est ce qu'on comprend. Pour rester au Parlement, il fallait voter ça. Ça, c'est superflu ce que vous dites là. Mais nous, ce n'était pas pour rester au Parlement, c'était pour la non-discrimination à l'égard des femmes. Est-ce que vous comprenez? Acceptons d'être d'accord que le mandat était fini. C'est ce que nous avons défendu. Alors, finalement, le texte a été soumis à l'Assemblée nationale et il a été voté. Ainsi, le président a promulgué la loi
a promulgué le code civil révisé de la République de Guinée. Vous ne voulez pas parler des pièges. Parlons, qu'est-ce qui est glissé là-dedans? Vous dites c'est autorisé, c'est interdit, mais à quel moment vous pouvez être polygame sans que la loi ne vous condamne? Voilà. C'est aussi simple que ça. Les dispositions de l'article 281 disent ceci. Lorsque un couple, vous venez devant l'officier d'état civil pour célébrer votre mariage, le marié, si il voudrait être polygame à la longue, c'est là il pose le problème. Je voudrais être, le jour du mariage, je voudrais être polygame à une, deux, trois, jusqu'à 4. Oui, épouse. Si la fiancée ou sa future épouse est d'accord sur ce principe, l'officier d'état civil signe, c'est-à-dire le régime de la polygamie. Mais si le débat n'a pas lieu et que l'officier d'état civil signe, c'est le régime de la monogamie. Et irrévocable. Et en ce moment? Irrévocable. Dans ce cas, c'est la monogamie. Parce que la monogamie est le principe chez tous les citoyens guinéens et la polygamie, c'est l'exception. Mais l'exception, vous devez le dire le jour, le régime, si vous devez, le marié est d'accord pour faire la polygamie, il doit le dire le jour là. Et maintenant, le jour où il le dit, si la mariée n'est pas d'accord ce jour, l'officier d'état civil n'a pas le droit de signer le mariage parce qu'ils ne se sont pas entendus. Mais si le problème n'est pas posé, le mari ne dit rien, qui dit rien consent, ça veut dire que le régime est monogamique. Est-ce que cette loi est rétroactive d'abord? Elle n'est pas rétroactive. Voilà. Maintenant, moi par exemple, je me suis mariée avant l'adoption de cette loi. Je veux être polygame. Qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est la monogamie. Le principe, c'est la monogamie. Normalement, vous n'avez pas le droit. Partons de l'exception. Non. Parce qu'il est dit encore... L'exception, c'est quoi? L'exception, et c'est très clair. C'est pour des raisons de santé, par exemple, où il y a un problème. Un collège médical vraiment atteste cela. Le juge s'y réfère pour pouvoir délivrer une autorisation. Sinon... Le principe, c'est la monogamie. Et ensuite, il faut demander l'avis de madame aussi. Bon, si ça dépend. C'est dedans. Oui, l'avis de madame, mais vraiment... Est-ce que ça compte vraiment? Parce que c'est dedans. C'est vous qui savez, parce que vous, les hommes, vous arrachez tout au forceps. Non, écoutez. C'est ce que j'appelle piège. Il faut demander à madame, le jour du mariage. Non, pas le jour du mariage. Non. Vous savez quand même ce jour-là. Sinon c'est la monogamie. C'est la monogamie, sauf si la femme est complaisante. Sinon, elle a le droit de s'y opposer. Vous avez réussi à faire mettre Alpha Condé de votre côté et puis pour faire passer cela. Sinon, ce n'était pas passé, ce n'était pas gagné d'avance. Non, c'est que la polygamie... officialiser la polygamie, c'est une discrimination à l'égard des femmes. En quoi c'est une discrimination? C'est une très grave discrimination. Vous savez, lorsque j'ai été députée du Parlement panafricain, pendant 6 ans, j'étais au Parlement panafricain. Nous avons eu des discussions sur cela. Même la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, qu'on appelle le protocole de Maputo, au niveau des dispositions de l'article 6, à ce niveau, les dispositions sont très claires. Les États partis promeuvent l'égalité de droits des hommes et des femmes dans le ménage. Ils doivent être des partenaires dans le ménage, ça c'est un. Mais les États partis encouragent que le modèle préféré de régime de mariage soit la monogamie. Ça, au moins, c'est clair au niveau des dispositions de l'article 6, alinéa 2. C'est ce que le protocole de Maputo suggère. Alors, lorsqu'on a eu des séminaires, des ateliers, on discutait justement sur ce problème de polygamie, de monogamie, ainsi de suite. J'ai demandé un jour à un de nos formateurs, j'ai dit, mais... en quoi cela est une discrimination? Parce que depuis des siècles et des siècles, la polygamie est là, elle existe. Dans notre pays, elle est interdite. En Tunisie, par exemple, c'est un pays musulman, mais c'est interdit et respecté d'ailleurs plus qu'en Guinée. Donc, je lui ai dit en quoi cela est une discrimination. Trois femmes, on dit que tu es faible même.
Il dit en quoi c'est une discrimination? Il a dit c'est une discrimination parce que ça ne répond pas aux recommandations de la CEDEF par exemple. La Convention sur la non-discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF des Nations Unies. Parce que si on autorise, la loi voudrait que si on autorise la polygamie, ça veut dire immédiatement, pour qu'il y ait non-discrimination, on doit autoriser la polyandrie. Alors que la polyandrie pose problème au niveau de la filiation. C'est pas nous, nos cultes, nos us et coutumes. Polyandrie, pour vous expliquer, ça veut dire la femme a droit à 2 ou 3, 4 maris. Il y a dans certaines une seule femme. Hein? Oui, oui. Il y a dans certaines sociétés. Le débat là même a été évoqué à l'Assemblée ce jour-là. Oui, oui. C'est là. Il y a des femmes qui ont évoqué, même, je crois même Ousmane Gawal avait parlé de ça. Si on doit est-ce que vous comprenez, si vous comprenez bien, si on autorise la polygamie, pour être en conformité avec les conventions internationales, il faut autoriser la polyandrie. Or, nous, dans nos sociétés, ça existe ailleurs, la polyandrie. Ça existe ailleurs. Dans des sociétés en Asie et autres, ça existe. En Asie une femme qui a 2 maris, 3 maris, même 4. Ça existe. Mais dans nos sociétés, nos us et coutumes, ça pose problème. Nous estimons que la polyandrie pose problème, surtout sur la filiation des enfants. Et nous-mêmes, on ne peut pas l'admettre. Et puisqu'on ne peut pas l'admettre, vraiment, c'est autant maintenir la monogamie comme principe et la polygamie l'exception. Au moins, ça minimise les discriminations au détriment des femmes. Et c'est vrai. Donc, ce code civil, ce n'est pas seulement un problème de polygamie, c'est qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu beaucoup d'avancées où on a vraiment réduit, voire minimisé toutes les discriminations au détriment des femmes, des enfants et des personnes vulnérables. On dirait que le code civil a été taillé sur mesure. Hein? Pas du tout. Alors, pas du tout. Le code civil a internalisé... Le Code civil a internalisé toutes les conventions internationales auxquelles la Guinée a souscrit. Depuis la CEDEF, depuis le protocole de Maputo, le Code de l'enfant, la Convention internationale sur le droit de l'enfant, les conventions internationales sur le droit des personnes porteuses de handicap, tout a été internalisé. Donc, d'ailleurs, à part cette affaire de polygamie avant, il y a eu beaucoup de temps. Il y a le réalisateur qui me signale qu'on n'a plus de temps, je crois. Vous l'avez compris, nous sommes avec l'honorable docteur Jalikatou Diallo. Nous avons commencé à parler de quelques articles du Code civil. On a parlé du divorce, la garde d'enfants, et puis on a parlé de ce fameux article qui parle de la polygamie. On a évoqué la polyandrie. Nous parlons maintenant, vous avez dit, il y a eu des avancées. Parlons de la parité. Comment vous l'avez obtenue et que dit cet article qui parle de la parité? Qu'est-ce qui est obligatoire? Effectivement, la loi sur la parité a été élaborée en tant que proposition de loi par nous les femmes parlementaires. C'est une initiative des femmes parlementaires de la 8e législature, au nombre de 26. Est-ce que ce n'est pas la seule d'ailleurs proposition de loi qui est passée? Non, il y a eu d'autres propositions de loi passées. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'était une proposition. C'est juste pour vous. Oui, d'accord, mais pour cette proposition de loi, quand même, je crois que c'est la seule finalement. Mais le règlement intérieur aussi, c'est une proposition. Il y avait la proposition de loi sur la prise en charge des maladies chroniques qui avait été faite par l'honorable Benizou, qui n'avait pas passé. Il y avait la proposition de loi sur le foyer, le loyer cher. Le loyer cher, ça n'a pas passé, oui. Et même sur la langue onco, l'alphabet, ce n'est pas passé. Donc, seule notre loi sur la parité a pu passer. Vous étiez puissante dans cette législature. Donc, oui, on était. Vous aviez Alpha Condé avec vous. Bon, c'est pas forcément. C'est pas forcément. Oui, mais c'est ça. Mais on l'avait avec nous, mais il n'a pas promulgué cette loi sur la parité quand même. Hein. Il a eu peur. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais il ne l'a pas promulgué. Ça veut dire la parité, pour l'instant, la loi n'est pas opposable. Non, il y a un article, l'article 8 de cette loi sur la parité, qui rend justement cette loi
applicable seulement lorsque les dispositions seront incorporées au code électoral. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Nous n'avons pas eu le temps de le faire. Il fallait aller aux élections législatives. Ensuite, le code n'a pas été révisé dans la mesure où pour aller aux élections législatives, il y a des textes de la CEDEAO, quand même sur la gouvernance, qui interdisent de revoir une loi électorale dans un délai de 6 mois. C'est-à-dire quand il reste 6 mois, avant une élection, vous n'avez plus le droit de toucher à la loi électorale. Ce qui a fait que nous avons pris par les délais légaux, cette loi n'a pas eu le temps d'être incorporée au code électoral. Mais c'est une loi vraiment qui, si elle est incorporée au code électoral et rentre en vigueur, elle va complètement réduire cette disparité entre hommes et femmes au niveau de nos institutions, totalement ou partiellement électives en République de Guinée. C'est une loi qui a 9 articles et les dispositions sont claires. Elle est très normative parce que pour qu'une loi soit efficace, il faut qu'elle soit aussi normative, parmi les 5 critères d'une bonne loi. C'est-à-dire, la loi est normative dans la mesure où elle fixe les règles, ensuite elle fixe des sanctions contre tous ceux qui n'appliqueront pas la loi. Les contrevenants aussi, ont aussi des sanctions. C'est un bon moyen de coercition parce que tel que c'était dans le code électoral de 2010, on parlait de 30% au moins. 30% c'est suranné. Au moins. Oui, oui, c'est suranné 30%. Maintenant, c'est de la parité qu'il s'agit. Ce n'est plus 30%. Le code de 30%, 50-50. Ça, c'était dans les années 85 et autres. C'est que vous voulez 50-50. Maintenant, c'est la parité. C'est ce qui est... actuellement, les pays où la loi sur la parité est entrée en vigueur ont fait un réel bond en avant. Le dernier en date, c'est les élections législatives au Sénégal. Les élections législatives en juillet font que le Parlement est représenté à 44% par des femmes. Il y a eu un bond en avant et le Sénégal est parmi les 10 pays, les 10 pays au rang mondial où la représentativité des femmes dans les parlements vraiment est appréciable. Après, vous voyez, c'est le Rwanda qui caracole en tête depuis des années. Bon, c'est dû à des raisons démographiques, d'accord, mais là-bas aussi, tout le monde sait surtout à l'éducation de la jeune fille. Le genre est très respecté. On ne peut pas quand même prendre n'importe qui pour des postes de responsabilité. Lorsque la parité, il n'y a pas de loi sur la parité, c'est le système de quotas, où il n'y a pas de moyens de coercition pour obliger, les partis ne se sentent pas dans l'obligation de respecter. Ou bien ils disent, bon, les partis politiques, dans les listes de candidatures, ils peuvent dire, bon, écoutez, on a respecté les 30%. Mais l'alignement, on prend les femmes, on les met en queue de liste et on dit qu'on a respecté les 30%. Donc, il n'y a pas... Elles ont moins de chances d'être... Il n'y a aucune chance d'être députée nationale. L'éligibilité n'est pas de mise et ça favorise le sexe masculin. C'est pourquoi la loi sur la parité coupe court à tout cela. Parce qu'il y a dans le positionnement, on respecte l'alternance. L'alternance, ça c'est très important. Et la loi la règle tout ça. Si elle entre en vigueur, on va régler une fois pour toutes le niveau de représentativité des femmes dans les instances. Je connais un parti qui risque de violer cette loi. Quel parti Je connais un parti qui n'a pratiquement que des femmes. Je connais FAN. Je suis allé au FAN, j'ai trouvé au moins... Bon, vous verrez, quand FAN va présenter sa liste, moins d'hommes que... Non, il faut l'alternance, il faut les listes alternées. Voilà, donc Madame Makale Camara nous suit, elle nous non, suit. Ça aussi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, hein? Non, ça ne marchera pas. Il faut autant d'hommes que de femmes. Parce qu'on ne peut pas imposer la parité, se battre pour la parité et vouloir discriminer la gente masculine aussi. Ça ne peut pas aller. Ça sera même pas possible. On ne pouvait pas faire ça, non. C'est pas possible. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, avec le dernier recensement de la population en 2014, les femmes sont allées à 51,70%. Donc 52% de la population. Mais quand on vient au niveau des instances de prise de décision, ce potentiel démographique-là n'est pas valorisé à ce niveau. Donc, pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Mais
En général, on dit non, les femmes doivent se former, elles doivent ceci. Mais on ne dit pas, c'est une réalité. Non, ce n'est pas une réalité. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas le dire dans la mesure où ce problème de représentativité des femmes, même dans les sociétés occidentales, pose problème. C'est même devenu une énigme. C'est énigmatique. Pourquoi? Aux États-Unis, par exemple, des études l'ont prouvé. Plus de 50% des jeunes femmes ont des masters supérieurs aux hommes. Mais quand vous allez au niveau des instances de prise de décision, cela ne se reflète pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi on parle même du plafond de verre. Le fameux plafond de verre. C'est-à-dire, à ce niveau, c'est à diplôme égal. Il y a un obstacle invisible qui se dresse sur l'ascension de la gente féminine. Et dans les pays du Nord, et dans les pays développés, dans les pays à voie de développement, ce problème existe. C'est pourquoi on a estimé qu'il faut légiférer. Tant qu'on ne légifère pas, cela ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous avez dit qu'il y a plusieurs facteurs. Oui, vous avez parlé de la formation, peut-être. Oui, mais ça, il ne faut pas tellement tenir compte de ça. Parce moi, la seule chose que je ne vais pas accepter, c'est si on met en avant la maternité. Ça, moi, je ne vais pas accepter. Non, c'est pas ça. Mais il faut quand même accepter de se former et accepter d'aller vers. Il faut aller chercher. Le pouvoir ne se donne pas. Bon, c'est la raison d'être de nos plateformes. Par endroit, ce ne sont pas même les femmes. Ce ne sont pas même les femmes qui empêchent les femmes. C'est la raison d'être de nos plateformes pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir corriger cette discrimination au détriment des femmes, corriger ce manque à gagner pour que le niveau de représentativité des femmes aux instances de prise de décision soit appréciable. C'est tout. Donc, en ce moment, votre combat, votre lutte, c'est de pouvoir maintenir cela ou intégrer cela au code électoral. Oui. Avant les prochaines élections électorales. C'est ce que vous demandez au CNT. Oui. Est-ce que vous êtes allé au CNT? Nous avons justement déposé un mémorandum et une note technique que nous avons adressée au président et au bureau du CNT pour donner nos propositions, justement, pour que cette loi sur la parité soit inclue au code électoral et qu'au niveau de la Constitution, comme on avait réussi à le faire à la fin de la 8e législature avec la Constitution de 2020, on a déposé un mémorandum au niveau des consultants, au niveau du Premier ministre d'alors, la fin de la 8e législature, lorsqu'il s'agissait de mettre en place, d'élaborer une nouvelle Constitution. Le Forum des femmes parlementaires a pris part aux consultations en amont de l'élaboration de cette loi fondamentale. Nous avons déposé un mémorandum, nous avons fait le plaidoyer au niveau du Premier ministre d'alors, qui était le Premier ministre Kassory Fofana, Dr Kassory Fofana. Nous avons déposé ce mémorandum. Le collectif des femmes de députés de la mouvance présidentielle d'alors, nous avons déposé ce mémorandum. Ça a été pris en compte et si vous voyez cette constitution de 2020 qui est suspendue en ce moment, après le 5 septembre, au niveau de l'article 9, il y a eu une disposition sur... polémique. Il y a eu une disposition, c'est vous qui le dites. C'est pas moi, on vous a même qualifié de député Covid. Non, écoutez, au niveau des dispositions de l'article 9, il était clairement établi, ça c'est pour la première fois en République de Guinée qu'une constitution faisait allusion à la parité. Ça c'est dû à notre mémorandum qui a été pris en compte, où on disait les dispositions de l'article 9 était clair que la République affirme que la parité homme-femme est un objectif politique et social. Et l'alinéa suivant recommandait qu'aucune assemblée délibérante, y compris le gouvernement, ne soit constituée dorénavant de plus de 2/3 d'un même genre. Et pour exemple, l'exemple le plus éloquent, c'est que le gouvernement, après les élections, du professeur Alpha Condé. Le troisième mandat. Après les élections, le premier gouvernement de la 4e République avait en son sein, sur les 31 femmes ministres, c'était le gouvernement le plus prolifique en matière de représentativité des femmes depuis l'indépendance à nos jours. Un coup d'État, bon, ça n'a rien à voir avec la ça n'a rien à voir, mais il faut... C'est l'échec de la Constitution. Quand une Constitution est suspendue,
Elle a échoué. Nous sommes en train de parler de la gente féminine et des avancées. Certes, il y a eu des acquis. Il y a eu des acquis. Et ça, je pense que nous allons nous battre pour que ces acquis soient maintenus, voire consolidés. Tout ce qui touche les femmes, tout ce qui touche les enfants, tout ce qui touche les personnes vulnérables, nous allons nous battre pour que les acquis là soient maintenus. La parité comme objectif politique et social au niveau d'une constitution de la République de Guinée, c'est un acquis. Il ne doit pas péricliter. Ça, il faut qu'on soit d'accord avec ça. Est-ce que vous voyez? Et quelle a été la réponse de Dr Dansa Kourouma quand vous Dr Dansa, on a trouvé vraiment quelqu'un de disposé. Vous savez que le Dr Dansa Kourouma est de la société civile. Il est de la société civile, il a longtemps évolué dans ça. Il connaît très bien ce combat, lui-même le mène, il a eu à former beaucoup. Donc, c'était une porte entrouverte. Ensuite, le caucus des femmes parlementaires est mis en place, qui a aussi... En ce moment-là, au CNT. En ce moment, au CNT. Donc, la première vice-présidente du CNT, la présidente du caucus des femmes, unanimement, et elles sont d'accord vraiment de tout mettre en œuvre pour que les acquis ne périclitent pas, voire on les consolide d'ailleurs, au contraire, on les consolide. On est d'accord sur ça. Et le moment venu, nous avons continué nos plaidoyers. C'est le lieu de remercier les partenaires techniques et financiers qui nous ont toujours appuyés, notamment le PNUD qui nous a accompagnés pour l'élaboration, l'examen et l'adoption de la loi sur la parité. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes accompagnés par le PNUD, par ONU Droits de l'Homme et bien d'autres partenaires techniques et financiers, tant multilatéraux que bilatéraux. On espère même que cette émission va les intéresser et peut-être le PNUD va sponsoriser notre émission pour nous aider à ce que on ne peut pas parler en ce moment de ces votes sans parler de ces nos acquis soient consolidés, maintenus et consolidés. Merci beaucoup, mais on aperçoit avant de finir cette émission que votre combat ne se limite pas à ces propositions, ne se limite pas à ces mouvements des femmes. Vous avez écrit un livre. Parlez-nous en quelques mots de votre livre avant de clore cette émission. Oui, effectivement, j'ai écrit un livre avec un co-auteur, un jeune Bakary Saraya Diaby, qui est convaincu aussi de la nécessité vraiment de la prise en compte de la dimension genre dans toutes les politiques et programmes de la République de Guinée. C'est un jeune et nous avons fait un binôme. C'est un binôme où vraiment la jeunesse et les femmes ont une synergie d'action, mettent ensemble, mutualisent leurs efforts pour convaincre l'opinion nationale et internationale de la nécessité de la prise en compte de la dimension genre dans tous les programmes, toutes les politiques du gouvernement, non seulement la parité et autres. C'est un livre qui est paru aux éditions L'Harmattan. Et nous l'avons présenté et dédicacé à la faveur des 72 heures du livre. J'ai parlé du professeur Alpha Condé, qui a dédié ses 2 mandats aux jeunes et aux femmes, et ce qu'il a eu à faire. Parce que non seulement dans la Constitution de 2020, ils ont pris en compte la dimension genre, et la parité a été introduite dans cette Constitution. Ensuite, il a lié la parole à l'acte en nommant 11 femmes dans un gouvernement. Ensuite, avant le dernier gouvernement, son dernier gouvernement d'ailleurs, il y a eu un autre acquis, c'est qu'il a mis dans la structure gouvernementale un département dédié rien qu'à la gente féminine. C'était le ministère des droits et de l'autonomisation des femmes. Ça aussi, c'était une première. Dirigé par Madame Hawa Beavogui. Est-ce que vous comprenez? Sinon, d'habitude, dans les structures gouvernementales, la condition féminine a été toujours un additif. C'est les affaires sociales, les femmes, la famille dans plusieurs pays. On nous signale qu'on a beaucoup, on n'a plus de temps. Aujourd'hui, mais dans il faut reconnaître, rendre à César ce qui lui appartient. Quand il y a eu des actes vraiment en faveur des femmes, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, de le dire. Est-ce que vous voyez? Mais en général, surtout vous, les journalistes, vous avez des préjugés, mais ça ne marche pas avec moi. En fait, le problème, ce n'est pas des préjugés, c'est ce que ça ne marche pas. Il faut reconnaître les efforts. Nous portons la voix de ceux qui parlent, qui n'ont pas
peut-être l'opportunité d'être avec vous. Nous portons leur voix. C'est pas d'être pessimiste ou être... Non, mais il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'avancées et nous battons pour que ça soit maintenu et consolidé. Vous avez étranglé les députés hommes, comme vous le dites. Non, nous n'avons pas. On les a convaincus. C'est ça. On les a convaincus. Vous ne votez pas, vous ne restez pas. Voilà, ainsi nous allons clore cette émission avec Dr Jalikatou Diallo. Vous avez compris quand même, nous étions avec une parlementaire. Et derrière les machines, vous avez le réalisateur Noël Mounemou, Tierno Sadouba. Et puis aujourd'hui, nous sommes avec Vieux, notre polyvalent, et avec Yacouba Traoré. C'est l'équipe de cette émission face aux parlementaires. Nous allons nous retrouver avec notre parlementaire pour parler d'autres textes de loi. Au revoir.